Il est 15 heures. Merci de nous rejoindre sur Télé Djibouti dans cette édition de ce dimanche 2 octobre. Voici les titres de l'actualité d'aujourd'hui. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hammad, a présidé aujourd'hui la séance solennelle d'ouverture de la deuxième session ordinaire du Parlement en présence du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed. Et dans l'actualité internationale, la CAF se penche sur le futur pays hôte de la CAN 2026. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Conformément à l'article 52 de la Constitution, la représentation nationale a tenu la séance solennelle d'ouverture de la deuxième session ordinaire du Parlement pour l'année 2022 de la 8e législature. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hammad, a présidé aujourd'hui cette séance solennelle d'ouverture de la deuxième session ordinaire du Parlement en présence du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, des membres du gouvernement et l'ensemble des parlementaires. Un auditoire hétéroclite de personnalités de premier plan et de divers horizons a assisté à cette occasion. L'auditoire regroupant entre autres les officiers militaires, des diplomates accrédités à Djibouti et plusieurs représentants du système des Nations Unies à Djibouti. Notez après également la présence des autorités, les élus locaux enfin et plusieurs membres de la société civile. La séance a débuté avec l'hymne national qui a suivi l'allocution en premier du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hammad, qui a souhaité la fraternelle bienvenue aux personnalités venues fêter avec les élus du peuple cette journée solennelle de la dernière session de la 8e législature. Et bien effectivement, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hammad, a tenu une allocution dans laquelle il a souhaité la fraternelle bienvenue aux personnalités venues fêter avec les élus du peuple, une journée solennelle de la dernière session de la 8e législature. Voici ses propos. C'est un honneur et un immense privilège de vous retrouver dans notre noble Parlement pour reprendre ensemble nos activités ô combien essentielles dans la vie de notre patrie. Nous entamons la deuxième session ordinaire d'octobre 2022, conformément à l'article 52 de la Constitution. Permettez-moi
de souhaiter la chaleureuse bienvenue à chacun d'entre vous dans notre hémicycle en ce moment empreint de solennité où nous entamons la dernière session de cette 8e législature. Nous sortons d'une période de trêve parlementaire qui est avant tout un moment de retrouvailles essentiel avec nos électeurs. Comme d'habitude, chaque élu descend dans l'arène et part à la rencontre de ses électeurs pour écouter et échanger sur leurs aspirations afin de pouvoir, in fine, œuvrer dans leur intérêt. Ce rituel, nous l'avons vécu ensemble 5 années, si longues et si courtes à la fois, pour monter au front chaque jour, en défendant avec ardeur et dévouement les valeurs de la République et les aspirations de notre peuple. Aujourd'hui, nous voici arrivés dans la dernière ligne droite. Il faudra mouiller la chemise et mettre la main à la pâte afin de faire au mieux en nous acquittant de nos responsabilités avec la même détermination et l'abnégation exemplaire dont nous faisons preuve. Nous sommes à quelques mois des élections législatives, un scrutin important qui permet à la souveraineté populaire de s'exprimer après avoir examiné et apprécié le travail accompli tout au long de la législature, le mandat confié à ses représentants, toutes couleurs ou appartenances politiques confondues. Dans quelques mois, disais-je, nos concitoyens vont se pencher sur nos succès et nos limites. Les électeurs vont passer à la loupe le bilan des actions individuelles et collectives entreprises durant la durée du mandat parlementaire. En son âme et conscience, la nation passera en revue autant les législations mises en place que le contrôle de l'action du gouvernement effectué. Ils auront à nous dire si oui ou non nous avons été à la hauteur de leur confiance et au diapason de leurs aspirations. Ainsi, les élections législatives du février 2023 seront un moment de vérité sans concession, car l'histoire ne pardonne pas, et encore moins le grand peuple djiboutien qui a un lien sacré avec son institution parlementaire. Le Parlement demeure le fondement même de la démocratie et du pluralisme. Ces valeurs cardinales inscrites dans le marbre de notre Constitution et qui illustrent la devise même de notre République qui se résume en 3 mots: unité, égalité, paix. Donc la seconde partie du discours du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hammad. Nationale, principalement aux couleurs de la majorité présidentielle, soutient l'action du président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, qui mène d'une main responsable et déterminée notre pays sur la voie du développement et de la modernité. Nous sommes le soutien indéfectible de ce choix raisonné du peuple de Djibouti qui a toujours su se montrer à la hauteur des enjeux de notre époque. En des temps aussi troubles, où des drames à l'échelle mondiale menacent la stabilité du monde, il est grand temps de resserrer les rangs derrière nos concitoyens qui ont aussi placé leur confiance en Allah, le Tout-Puissant, et gardé à la barre un homme qui est habité par un esprit de fraternité et qui croit dur comme fer aux valeurs d'unité nationale et de cohésion sociale pour mener son projet de société à bon port. Le chemin parcouru depuis ces 23 dernières années est suffisamment édifiant sur la clairvoyance et le leadership éclairé du président de la République et de sa majorité pour atteindre toujours des horizons meilleurs. Nous sommes honorés d'avoir contribué à porter la vision et l'engagement du chef de l'État et je reste persuadé que le peuple saura juger de notre fidélité et de notre soutien indéfectible à la politique du président de la République contre vent et marée. Comme toujours, la Maison du Peuple continuera à faire œuvre utile en assistant le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh,
secondé en outre par son gouvernement dans la bonne conduite des objectifs ambitieux retenus pour notre cher pays et qui sont tout à fait à notre portée. N'oublions pas que sans les bases solides de la paix et de la sécurité, nous saurons construire une nation prospère et solidaire et poursuivre le chantier du développement durable et l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes. Nous devons cultiver, entretenir avec soin cette stabilité qui est propre à notre nation. Nous exigerons une culture de reddition des comptes et des audits réglementaires des acteurs et des partenaires sociaux qui interviennent dans la gestion de la vie publique, contrairement aux stipulations fondamentales de la Constitution et dans les autres textes fondateurs de la vie institutionnelle djiboutienne. Prenons donc la parole également. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed s'est exprimé en ces termes. Mesdames et messieurs, je suis à nouveau très heureux de me retrouver parmi vous pour l'ouverture de cette session budgétaire qui est, nous le savons, la dernière de l'actuelle législature. Aussi, à cette occasion, je souhaite d'abord faire une courte rétrospective sur l'évolution de la situation financière, économique et sociale au cours des 2 à 3 dernières législatures. En effet, c'est constamment à partir de l'évolution passée, puis de la prise en compte des écueils rencontrés ou prévisibles à court terme, et enfin des perspectives économiques environnementales que le gouvernement construit et ajuste les nouvelles orientations économiques. Ceci est fait en gardant toujours comme objectif final la vision 2035 que le président de la République a définie pour la République du Djibouti. Pour mesurer l'avancement de la situation économique, le gouvernement utilise plusieurs indicateurs de performance. Mais l'indicateur macroéconomique qui traduit le mieux l'évolution de la richesse globale du pays est le produit intérieur brut, le PIB. La politique gouvernementale a provoqué comme résultat principal un très fort accroissement du PIB nominal qui a été multiplié par 2,68 entre 2010 et 2019, passant de près de 220 milliards à 590 milliards de francs djibouti. Mais plus remarquable encore, cette politique a eu aussi pour effet une forte augmentation du PIB réel, donc corrigé de l'inflation ou de la déflation, qui a été multiplié sur cette même période par plus de 2,5 pour atteindre en 2019 environ 550 milliards de francs djibouti. Ceci a permis d'avoir un taux moyen de la croissance annuelle du PIB réel d'environ 7,5%. Cette croissance du PIB réel a été nettement supérieure à l'augmentation de la population pendant cette même période qui a été d'un peu plus de 20%. De ce fait, la richesse moyenne par habitant s'est fortement accrue chaque année. Ainsi, dans la classification de la liste des pays à revenus intermédiaires, l'action gouvernementale qui a consisté à mener à la fois une politique de forte croissance économique et de maîtrise de l'inflation a permis à Djibouti de se hisser au-dessus de la moyenne de ce classement international. Cet accroissement de la richesse nationale par habitant est par conséquent en premier lieu de l'importance des investissements que le gouvernement a réalisés. En effet, sur cette même durée, le niveau d'investissement annuel a été élevé en moyenne de l'ordre de 30% environ du PIB réel. Ceci a entraîné que sur cet intervalle 2010-2019, le total des investissements a été de l'ordre de 1 100 milliards de francs djibouti, dont près de 2 tiers proviennent de la mobilisation des ressources extérieures. Mais ce n'est pas seulement le niveau des investissements qui est essentiel dans la croissance, c'est aussi le choix retenu pour ces investissements qui est également très important. Aussi, c'est grâce à l'utilisation de 2 facteurs que le gouvernement a pu obtenir sur une longue période une croissance inclusive efficace pour tous.
Et maintenant, écoutons le deuxième volet du discours du Premier ministre. Mesdames et messieurs, le quatrième grand secteur, mais celui non directement productif, à ceux que j'ai cités auparavant et pour lesquels le gouvernement a décidé d'effectuer d'importants investissements pendant cette période 2010-2019, est celui des ressources humaines. Ces investissements ont été faits aussi bien sur le financement extérieur à niveau de 118 milliards de francs Djibouti que sur financement intérieur par l'intermédiaire du budget et des ressources privées. Le capital humain est la véritable richesse nationale pour le gouvernement. C'est l'objectif final prioritaire. Tout est fait pour le bien-être et le développement des Djibouti et des Djiboutiens. De ce fait, la santé, l'éducation et la formation ont toujours été des départements prioritaires. Dans le domaine de la santé également, les capacités d'accueil des structures hospitalières ont augmenté entre 2014 et 2020. Les priorités du ministère de la Santé ont porté sur la santé des enfants et des mères. Les indicateurs correspondants se sont améliorés régulièrement. En outre, un effort permanent a été fait sur toutes les ressources humaines du département pendant cette période. L'objectif de la politique gouvernementale est de renforcer la nation, la rendre plus solidaire et améliorer durablement les conditions de vie de la population. J'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de l'exprimer. Le résultat le plus remarquable de cette politique est que la pauvreté a fortement baissé en 15 ans. Entre 2002 et 2017, la pauvreté est passée de 42% à 20% et elle baisse encore. Aujourd'hui, je peux dire que c'est grâce à la politique choisie par le président de la République que plusieurs crises récentes ont pu être surmontées. Très ouvert sur le monde, Djibouti a toujours été caractérisé comme étant une terre d'échange et de rencontres. Mais très ouvert sur le monde, le pays est souvent soumis aux dangers en provenance de l'extérieur. De 2020 à aujourd'hui, le gouvernement a dû faire face à plusieurs crises, toutes d'origine externe. Malgré toutes ces difficultés, le gouvernement a renforcé la solidarité nationale, principalement en apportant une aide financière aux plus défavorisés. Le pays est resté très soudé. Le renforcement des moyens des départements de la solidarité, de la microfinance, du secteur primaire sont également des actions gouvernementales qui vont dans le sens de la justice sociale voulue par le gouvernement. Ces moyens seront accrus. Écoutons à présent la troisième partie du discours du Premier ministre. A mis en place un contrôle rigoureux des prix sur les produits de base, avec réduction des marges des commerçants afin d'aider les populations les plus démunies. Si le contrôle des prix des mercuriales publié par le ministère du Commerce sera maintenu afin de ne pas créer une inflation interne dangereuse pour notre économie, il est difficilement envisageable de maintenir la subvention des produits pétroliers en l'état pendant une très longue période. En effet, ces pertes de recettes sont estimées en année pleine à 1/4 milliard de francs Djibouti. La croissance du PIB réel en 2022 est désormais prévue autour de 3,6%, en baisse par rapport à l'année précédente. Mais le gouvernement, pendant toutes ces années de crise économique, a réussi à maintenir la cohésion sociale de la nation. L'élection présidentielle de l'année dernière a été un moment fort de cette volonté du peuple djiboutien de rester uni et solidaire, loin de l'implication dans tous les affrontements survenus dans le monde. Mesdames et messieurs, malgré cette période de crise exogène, survenue entre 2020 et 2022, le peuple djiboutien est ressorti plus fort, plus uni de toutes ces épreuves. Il peut donc envisager l'avenir avec optimisme. Certes, le gouvernement restera très vigilant sur des points pendant la période 2023-2024. Le contrôle de l'inflation et le renforcement de l'aide aux populations les plus défavorisées pour réduire encore les inégalités et aider les plus faibles.
mais les perspectives meilleures pour l'avenir sont réelles et donc l'optimisme est fondé. Le gouvernement va relancer les investissements principaux moteurs de la croissance. Ceci sera fait autour des grands projets de développement comme la réalisation de la nouvelle zone portuaire industrielle de Damirjoug, où est prévu le terminal gazier de l'Éthiopie et l'implantation de nombreuses unités de transformation industrielle aux alentours. Les travaux y ont repris avec vigueur. La mise en œuvre du port de Doralé d'une plateforme d'exportation des produits pétroliers vers le Sud-Soudan. L'édification du grand hôpital général de la CNSS, qui sera le nouveau fer de lance du secteur de la santé. La construction de milliers de logements sociaux par le gouvernement et de nombreux programmes d'habitation pour le secteur privé pour les différentes couches de la population. La réalisation d'une voie express sur la route nationale 1 par un partenariat public-privé. Le doublement de l'alimentation électrique à partir de l'Éthiopie, la construction de nouvelles centrales thermiques et la mise en œuvre de programmes de production d'énergie renouvelable. La construction d'un centre urbain, financier, culturel et administratif sur l'ancienne zone franche et portuaire. La modernisation de la gestion et l'augmentation des investissements dans les télécommunications, notamment par la privatisation partielle de GIP Telecom et l'implication de fonds souverains. L'engagement de la seconde phase de l'usine de dessalement de l'eau de mer. La poursuite des travaux d'assainissement de la ville de Djibouti. Enfin, le fort développement des technologies de l'information, des communications et l'expansion de la connectivité et de la numérisation. Autre actualité de ce 15h, après la pose de la pierre du futur hôpital régional du Tajoura par le président de la République le 29 mars 2021, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdillah, vient de donner le coup d'envoi officiel des travaux de cette structure hospitalière. De la pause donc à l'appel, une nouvelle page vient de s'ouvrir. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdillah, s'est déplacé hier à la Ville-Blanche pour y donner ce premier coup de pioche de démolition du CMH de Tajoura, où va démarrer la construction du futur hôpital régional. Accompagné d'une importante délégation, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdillah, a été reçu par le préfet de la région Hassan Dabali, le président du conseil régional Omar Hussein et plusieurs hauts dignitaires de la Ville-Blanche. En effet, accompagné d'importantes délégations comprenant le ministre délégué à la décentralisation Qassim Haroun Ali, le secrétaire général de la primature Naguiba Abdallah Mohamed Kamil, les parlementaires de la région du Tajoura, dont la députée Oumma Mohamed Hamid et plusieurs hauts cadres du ministère de la Santé. Le ministre a été accueilli à son arrivée par le préfet de la Ville-Blanche, le président du conseil régional, des notables et locaux. Par la suite, cette même délégation s'est dirigée vers le CMH, le centre médico-hospitalier de Tajoura, qui laissera place très bientôt au futur hôpital régional de Tajoura. Une structure médicale de haut standing et de troisième niveau qui répondra sans nul doute aux besoins de santé des populations des régions nord du pays, à savoir Tajoura et Obok. Il s'agit d'un don d'une valeur de près de 3 milliards de nos francs et dont le chantier de construction va durer 2 années. La fin des travaux de cet hôpital régional est prévue dans 2 ans. Le président du conseil régional de Tajoura, Omar Hussein Omar, a indiqué donc dans une allocution que cette journée était importante à plus d'un titre pour les populations du Nord. Nous l'avons attendu et aujourd'hui, il est finalement là, a-t-il souligné, en parlant du futur hôpital régional de Tajoura. Le président a poursuivi ses propos et en remerciant vivement le gouvernement avec à sa tête le chef de l'État, qui est donc à l'initiative de ce projet, le ministère de la Santé ainsi que la coopération chinoise qui est le maître d'ouvrage. Et le préfet donc a pris également la parole en indiquant, je cite, « Nous sommes réunis aujourd'hui pour lancer officiellement les travaux de ce chantier de l'hôpital régional de Tajoura, entouré du ministre de la Santé, celui de la décentralisation, du secrétaire général de la primature, des honorables parlementaires ainsi
que des populations de Tadjoura qui sont les bénéficiaires de ce projet. Les habitants de Tadjoura et d'Obok n'auront plus besoin désormais de se déplacer vers la capitale, mais pourront dorénavant se soigner ici, même chez eux, sur place. Fin de citation. L'ambassadeur de Chine, donc, qui a également participé à cette cérémonie, s'est exprimé en ces termes. Il est en effet le deuxième hôpital construit par le gouvernement de la Chine sous forme de dons, en plus de hôpital régional data. Il vise à soutenir les efforts du gouvernement Djibouti, notamment du ministère de la Santé, à renforcer des infrastructures médicales, à réaliser l'objectif louable d'atteindre la couverture sanitaire universelle. Après son l'avènement, sa mise en place, l'hôpital facilitera l'accès aux soins médicaux par des populations locales dans le nord de Djibouti, dont de Tadjoura et Obok. Aujourd'hui, il est fête nationale de la Chine. Mais son Excellence, Monsieur le Président, qu'elle a envoyé un message à Président Xi Jinping, réitérant la volonté de renforcer la coopération stratégique gagnant-gagnant entre nos deux pays. Donc, il n'y a pas de meilleur moyen de célébrer cette fête nationale que d'assister à l'inspection. De son côté, le secrétaire général de la primature, Neguib Abdallah Kamil, a rappelé que cette cérémonie faisait suite à la pose de la première pierre par le chef de l'État de cet hôpital régional le 29 mars dernier. Il a informé les habitants de Tadjoura et d'Obok que le chantier qui débute aujourd'hui s'achèvera d'ici 2 ans environ. Il a également rappelé que le gouvernement tenait toujours ses promesses en répondant favorablement aux besoins et aux doléances du peuple djiboutien. Le secrétaire général de la primature a conclu ses propos en félicitant vivement le ministre de la Santé et tous ses collaborateurs pour la mise en œuvre de cet important projet. Fin de citation. Prenons la parole en dernier. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robla Abdillah, a rappelé que l'avènement du futur hôpital régional du Nord s'inscrit dans la ligne politique tracée par le président Guelleh. Le ministre a par ailleurs salué l'exemplarité de la coopération gagnant-gagnant que notre pays entretient avec la Chine. Le ministère de la Santé est très heureux d'être ici en compagnie donc, de tous les responsables de la région de Tadjoura, le préfet, le président du conseil régional, l'ambassadeur de la République populaire de Chine, le ministre de la décentralisation, le secrétaire général de la primature, le chef du village, les parlementaires qui sont présents ici, les responsables du ministère de la Santé. Nous sommes très heureux ce matin de donner le coup d'envoi de la démolition de l'hôpital de Tadjoura. Cet hôpital de Tadjoura va se transformer en un hôpital régional du Nord et il va couvrir les besoins de la population de la région de Tadjoura et d'Obok. Une année après la pose de pierre du chef de l'État, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, nous sommes très fiers de lancer aujourd'hui, samedi, donc, la démolition de l'hôpital et donc la construction du nouveau complexe hospitalier régional, des régions en tout cas du Nord. Je suis très heureux. Je remercie encore une fois, bien sûr, la clairvoyance, la vision du chef de l'État. Je remercie également toutes les autorités
de cette région, mais également l'ambassadeur ici présent. Je vous remercie. J'espère que la population des régions du Nord vont bien utiliser à bon escient cet hôpital, Inch'Allah. Le conseil régional d'Ali Sabia a abrité un atelier d'élaboration des plans détaillés d'aménagement urbain de la ville de Aska, comme dans la capitale et les régions de l'intérieur. Le préfet de la région, Moussa Adan-Migani, a pris part en présence du président du conseil régional, Charmarka Hassan Al-Ali, les responsables des services déconcentrés, des représentants du ministère chargé de la décentralisation et de la ville, de l'urbanisme et de l'habitat, ainsi que le cabinet KEOS en charge de la gestion urbaine. L'objectif de cette étude menée par le cabinet KEOS étant de doter les autorités publiques en charge de la gestion urbaine des outils opérationnels permettant l'émergence des villes offrant à leurs habitants les éléments d'une condition de vie convenable. Un projet qui répond exactement aux attentes et aspirations du président Ismaïl Omar Guelleh, notamment le projet Zéro bidonville, restructurer, retravailler les quartiers existants et avoir des plans détaillés d'aménagement faciliteront la vie des citoyens de la ville de Ali Sabia. Le cabinet a quant à lui exposé les premières phases d'études. En nouvelle du monde cette fois, je vous le disais en titre, la CAF se penche sur le futur pays hôte de la CAN 2025. La 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de foot aura lieu dans 3 ans. Reste à désigner le pays qui abritera cette fête du ballon rond à l'échelle continentale. La Guinée, pays hôte désigné en 2014, a perdu l'organisation de cette compétition. La CAF attend désormais les candidatures des pays intéressés par l'organisation de la reine des compétitions du ballon rond sur le continent. Les supputations vont beau train. Le Maroc et l'Afrique du Sud sont présentés comme des candidats sérieux pour le siège laissé vacant par la Guinée. Le royaume chérifien a abrité ce tournoi pour la dernière fois. En 1988, il avait refusé d'organiser l'édition 2015 sur fond du virus Ebola, alors que le pays de Mandela a été l'hôte de la CAN 2013. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.